La politique de l'État dans la gestion du pays n'est pas claire. Le pouvoir exécutif n'a pas su tirer des leçons des expériences passées et refont les mêmes erreurs d'après le vice-président de la commission commerce du GEM. Les mesures et les détails de la libéralisation annoncée restent confus alors que les acteurs de la filière vanille souffrent du marasme qui la mine depuis 2020. Le Crédoc est une option de paiement qui compliquera davantage les ventes dans le secteur minier et qui fera autant de dégâts que le droit de sortie, dénonce la FOM, la Fédération des opérateurs miniers Malagasy. En dépit des dialogues et des concertations, 3 grands points de ce projet de loi sont pointés du doigt par les opérateurs miniers. À la une de l'actualité internationale au Yémen, l'opération d'échange de prisonniers de guerre au Yémen s'est poursuivie dimanche après la libération d'un nouveau groupe de détenus entre les rebelles chiites houthis et le gouvernement yéménite. Certains enfants prisonniers n'ont pas vu leur famille depuis 8 ans. La politique de l'État dans la gestion du pays n'est pas claire. Le pouvoir exécutif n'a pas su tirer des leçons des expériences passées et refont les mêmes erreurs d'après le vice-président de la commission du commerce du GEM, le groupement des entreprises de Madagascar. La gestion de la filière vanille en est une illustration. Les mesures et les détails de la libéralisation annoncée restent confus alors que les acteurs de la filière vanille souffrent du marasme qui la mine depuis 2020. La filière vanille a toujours vécu la libéralisation, mais c'est le gouvernement qui est venu semer le désordre. La libéralisation actuelle est-elle celle d'avant l'annonce du gouvernement ou non? En ce moment, il est question d'envoyer la vanille à Antananarivo pour en déterminer la qualité, alors que les spécialistes en la matière se trouvent dans la région Sava. Dans les années 80 et 90, les produits café, vanille et girofle avaient tous été libéralisés. Nous sommes en 2023 et nous sommes en train de rebrousser chemin. C'est le pouvoir actuel qui détruit les opérateurs économiques, d'après les explications. Il n'y a pas non plus de continuité de l'État, car les dirigeants mettent en œuvre une politique qui fait reculer le pays. À cette époque, l'État avait décidé de supprimer les taxes à l'exportation pour rendre les produits malgaches concurrentiels à l'international. La loi des finances initiale 2023 prévoit des droits de sortie de 15 à 20% pour les produits miniers. Les droits de sortie sont des taxes à l'exportation. On se pose donc la question de savoir si la continuité de l'État existe vu que nous sommes en train de retourner en arrière. L'absence de politique de gestion claire du pays a entraîné d'énormes pertes pour le pays si on considère le cas de la filière vanille. Hormis les pertes encourues par les milliers de planteurs, de collecteurs, de préparateurs, d'exportateurs et autres acteurs de la filière, l'escarcelle de l'État va souffrir d'un déficit important qui mettra à mal l'économie du pays. Les analystes politiques se posent la question de savoir si aucune politique de gestion claire n'a vraiment été élaborée par les dirigeants ou si ce désordre a été voulu et organisé afin de leur permettre de tirer les ficelles à des fins inavouables. Le Crédoc est une option de paiement qui compliquera davantage les ventes et fera autant de dégâts que le droit de sortie, dénonce la FOM, la Fédération des opérateurs miniers Malagasy. En dépit des dialogues et des concertations en vue d'élaborer le nouveau code minier, 3 points de ce projet de loi sont pointés du doigt par les opérateurs. Il y est mentionné que tous les paiements suite à une vente devront se faire par Crédoc au lieu d'une remise libre, comme à l'accoutumée. Il existe des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et nous demanderons la possibilité de changer cela plus tard à l'Assemblée nationale. Un des points importants concerne aussi la transformation. Ce projet de loi mentionne que 30% des 5% seront prélevés si le produit a déjà été transformé ou a fait l'objet d'une modification. La définition des produits concernés par ces 30% n'est pas encore très claire jusqu'à ce jour.
Hormis les explications transmises à tous les acteurs du secteur minier et les détails à définir concernant les taxes et les impôts, le retour au mode de paiement habituel entre vendeurs et acheteurs est capital d'après les membres de la FOM. L'État a décidé que tous les paiements devront se faire par Crédoc pour la filière aurifère. C'est faisable, vu que de nombreux produits ne sont pas payés à temps ou que leur prix n'arrive pas au pays. Mais pour les autres secteurs dont la marge est moins conséquente, cela fera office de barrière ne leur permettant pas d'opérer librement. L'augmentation de la redevance à 5% au lieu de 2% fait partie des rectifications importantes observées dans le projet de loi portant sur le code minier. La participation des ressources minières dans le renflouement des caisses de l'État augmentera ainsi de 100 milliards d'ariars. En ce sens, aucune taxe supplémentaire ne devrait plus être imposée d'après ces opérateurs économiques. Ils ont d'ailleurs consenti au report de paiement des frais d'administration minière au mois de juin au lieu du mois de mars habituel. Les points vivement critiqués par les opérateurs dans le nouveau code minier doivent être examinés de près à l'Assemblée nationale, selon la FOM. Le cas contraire risquerait de générer une crise profonde dans un secteur déjà mis à mal, ont-ils expliqué ce jour. Le bandit responsable du meurtre d'un père de famille dans le Fukuntan Talamanjus en mars dernier se déplace déjà librement dans la commune d'Andakan, district de Vunjoso. La famille de la victime et témoin oculaire du drame survenu le mois dernier a déclaré que le meurtre du membre de leur famille résulterait d'une vengeance. Ce bandit n'a pas apprécié les sanctions qu'il a reçues suite à un vol, explique-t-il. Les bandits locaux doivent assumer pleinement le DIN, les sanctions imposées par la société locale avant d'être remis entre les mains des représentants des forces de l'ordre. J'ai été le témoin oculaire du meurtre de mon mari. On ne me l'a pas raconté, j'ai vu de mes propres yeux. Je me tourne vers vous les dirigeants. Nous vous demandons de le réincarcérer. Nous craignons pour nos vies. Il risque de revenir pour nous tuer tous. La population se pose la question de savoir comment et pour quelles raisons ce bandit a pu sortir de prison. Or, il est coupable de meurtre et a fait l'objet d'une sanction dans le cadre du DINAB. Nous avons d'abord appliqué le DIN. Suite à cela, l'affaire a été présentée aux instances supérieures à Farafangan, mais il est déjà de retour chez lui. Ce qui nous attriste, c'est qu'il s'agit d'un individu soumis au DIN après avoir tué une personne et vite relâché après avoir été présenté à la justice. Le voilà qui rôde de nouveau près de la famille du défunt. Nous inquiétons face à cette situation. La population et ceux qui respectent DIN ont tous peur. La population locale et le maire de la ville se sont réunis et ont décidé que le DIN, qui est l'un des piliers de la sécurité de cette ville, sera renforcé. La population lance un appel aux responsables pour suivre cette affaire de près. Plus de 50% des jeunes rechignent à participer aux prochaines élections à Madagascar. Très peu s'intéressent actuellement à la politique selon la revue Politica. Les jeunes malgaches n'y perçoivent aucun intérêt selon les explications. Un phénomène qui implique des efforts particuliers de la part des dirigeants actuels pour que les jeunes s'intéressent de nouveau à la vie politique de la Grande Île. La participation effective de la jeunesse malgache, qui constitue pourtant la majorité de la population dans la politique, c'est surtout dû au terrain politique, aux enjeux, aux historiques des politiciens, de ce qui s'est passé à Madagascar. Parmi ces jeunes, il y en a qui se disent pourquoi on doit voter, et qu'est-ce qui va changer et tout. Et là, justement, on essaye à travers ce magazine d'écouter les jeunes et d'écouter leurs doléances, ce qu'ils attendent surtout. Et c'est très important de comprendre les jeunes avant de les pousser à s'engager dans la politique. Suite à l'hésitation et à l'absence d'intérêt de la politique pour de nombreux jeunes, 50% des jeunes de moins de 35 ans rechignent à participer aux élections de cette année. Or, ce phénomène contribue à la baisse du taux de participation aux élections d'un pays, explique le coordonnateur de publication de cette revue.
Les jeunes peuvent néanmoins participer à la vie nationale d'un pays et à son développement à travers de nombreux secteurs. Les jeunes s'engagent plus dans la politique. Je pense que déjà, si on parle d'élections, on aurait plus d'électeurs. Parce qu'on sait que vraiment très peu de jeunes, si on parle des dernières élections, donc on a vraiment un taux vraiment faible des jeunes. Il y aura plus de dynamique dans la vie politique et surtout, ce sont ces jeunes-là qui seront nos futurs dirigeants. Il faut vraiment qu'ils puissent comprendre c'est quoi les enjeux, pourquoi on entend ça plus d'eux, parce que on a toujours ces dirigeants qui ont dirigé le pays depuis des années, donc toutes ces familles qui se sont suivies. Donc les jeunes issus de familles, je dirais, normales, qui aimeraient s'impliquer, donc ils hésitent parce qu'il y a toujours cette sensation de ne pas appartenir, cette peur de ne pas pouvoir percer dans cette sphère politique-là. Jusqu'à ce jour, les statistiques exactes relatant le taux de participation des jeunes aux élections qui se sont succédées à Madagascar demeurent inconnues. Politica se concentrera davantage sur la mise en place des élections et le processus électoral à Madagascar selon les responsables. Une initiative qui a été portée à la connaissance du public à l'occasion de la présentation de la 30e édition de Politica. Le Fukuntan d'Antanmen a observé une baisse de 20% des électeurs inscrits dans la liste provisoire. Seuls environ 900 électeurs ont été inscrits, explique le responsable. Une semaine après l'arrivée de la liste électorale dans les bureaux de Fukuntan, les citoyens commencent progressivement à venir vérifier s'ils y figurent. Les citoyens disposeront de 20 jours pour s'assurer qu'ils ont été enregistrés dans la liste électorale de la CENI. Le Fukuntan d'Antanmen use de mégaphones et de cloches pour sensibiliser et inciter les citoyens à venir vérifier la liste électorale. Bien évidemment, il faut se munir d'une carte d'identité nationale. Le citoyen doit d'abord vérifier si son nom figure dans la liste électorale, puis il doit s'assurer que son nom et ses informations personnelles sont correctes. De nombreux noms ont été mal orthographiés, un phénomène observé à Madeira Namontana. Des erreurs ont été enregistrées, des noms ont été mal orthographiés. Pour mon cas, mon prénom et celui de mon enfant ont été mal orthographiés. Il manquait la lettre A. Mon nom n'est pas inscrit dans la liste, mais c'est en cours. Je me suis déjà inscrit auprès des agents qui ont fait du porte-à-porte, mais mon nom n'a pas été enregistré. Ils vont le faire. Les remarques et les observations enregistrées durant ces 20 jours de vérification seront inscrits dans la liste électorale provisoire et seront transmises à la CENI, expliquent les responsables des Fukuntan. Nous enregistrons des fautes relatives à l'orthographe des noms. Parfois, c'est le nom des parents du citoyen qui a été mal écrit. La procédure que nous suivons pour ces cas est simple. Nous recopions les informations personnelles de ces citoyens, puis nous envoyons un rapport au siège de la CENI. Après ce rapport, ils le rectifieront le moment venu, conformément au calendrier préétabli. Vu que le Fukuntan ne dispose que de 20 jours pour la vérification et la rectification des erreurs enregistrées. De nombreux citoyens ne se sont pas encore inscrits dans la liste électorale et commencent à le faire progressivement. La liste électorale sera définitivement close à la fin du mois de mai. Huit ans que sa famille attend sa libération. 8 ans qu'Abdel Khalek Omran est prisonnier des rebelles houthis au Yémen. Ses enfants, âgés de 10 et 14 ans, conservent peu sinon aucun souvenir de leur père. C'est toute une vie que nous avons perdue. Sa famille et ses enfants
sont dans un très mauvais état psychologique. Dimanche, un avion du Comité international de la Croix-Rouge débarque à Marib, en zone contrôlée par le gouvernement. À son bord, Abdelkhalek Omran, qui retrouve enfin sa famille. Depuis vendredi, les scènes de retrouvailles se multiplient, comme ici à Sanaa, capitale contrôlée par les rebelles houthis. Environ 600 prisonniers ont déjà été libérés, dont une femme. Je remercie Dieu qui m'a permis de retrouver ma famille. En tout, près de 900 personnes devraient retrouver leur famille au cours de cette opération de 4 jours. Nous espérons que cette dynamique positive ouvrira la voie à beaucoup d'autres opérations de ce type. L'espoir est désormais permis après le rapprochement entre l'Arabie saoudite, leader de la coalition militaire au Yémen opposée aux Houthis, et l'Iran, soutien des rebelles. Riyad et Téhéran ont annoncé en mars dernier leur volonté de renouer leurs liens diplomatiques après 7 ans de rivalité à couteau tiré. Des pourparlers pour une trêve durable entre Houthis et Saoudiens doivent avoir lieu après la fête de l'Aïd el-Fitr.